Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Ce que j'aime le plus dans notre échange dans cette clinique, c'est quand un Camerounais réussit à nourrir mon âme, réussit à nourrir mon esprit par la connaissance. Et ce que Maître Roland Djoou a fait dans cette vidéo que vous allez voir dans quelques minutes, ce n'est que du grand art. Il y a tout dedans. Il y a de la classe, il y a de la connaissance, il y a de l'intelligence et il y a surtout beaucoup d'amour. Il y a surtout beaucoup d'amour. C'est du classique, c'est du parfait. Les enfants, Internet, ce n'est pas seulement pour aboutir. Quand on arrive à ce niveau de la clinique, il faut savoir que ce qu'on nourrit le plus, ce sont nos âmes et nos esprits. Donc prenez un bon moment, partagez, parce que c'est à quoi vous allez assister. C'est un grand art. Comme nous, reste attachés à sa souveraineté. Ok, oui, juste pour comprendre, parce qu'on a prononcé le nom du professeur Fogué. Nous commentons ici l'avis émis par le groupe de travail de l'ONU ou bien la correspondance du professeur. Tout est parti de la correspondance. Bon, je pense que la thématique porte sur le groupe de travail de l'ONU. C'est quoi, vous avez un problème à prononcer le nom du professeur Fogué? Non, je ne sais pas, mais enfin, je ne vois pas en quoi c'est intéressant. Bon, non, on ne peut pas dire ça. Je commencerai mon propos par la fin de mes deux précédents copanélistes qui ont évoqué deux choses. La souveraineté, d'une part, et la participation ou la réciprocité, disons ça comme ça. Avant que je ne poursuive mon développement, j'aimerais savoir, M. Serge-Alain Autou, peut-être que l'information m'a échappé avant que je n'arrive dans ce studio. Est-ce que le Cameroun s'est retiré entre-temps du pacte international sur les droits civils et politiques? Est-ce qu'il s'est retiré de l'ONU? Donc vous battez en brèche? Non, je ne bats encore rien en brèche. Je pose juste le préalable. C'est pour dire que l'exemple qu'il a pris pour les États-Unis. On peut expliquer des choses de manière même, disons, grandiloquente, mais restons sur justement la véracité des faits. Il y a une chose qui est de se retirer d'un instrument international pour justement ne pas l'appliquer. Il y a une autre qui est de rester lié par un instrument juridique précis et d'invoquer la souveraineté, entre guillemets, pour ne pas l'appliquer. Et c'est là où je poursuis mon raisonnement. Laissons le droit international, laissons la sociologie de la scène internationale et la sociologie des organisations internationales. Parlons des choses que monsieur tout le monde pourra facilement comprendre. Parlons d'un contrat comme le contrat de bail. En droit privé, le principe est celui de l'autonomie de la volonté, qu'on peut rapprocher à celui de la souveraineté des États quand on est dans la scène internationale. Et ce n'est pas le docteur Louison Essomba qui me démentira. Donc, les parties sont absolument libres de convenir entre elles ce qui leur convient, si vous me passez la tautologie, sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs. Voilà ce que dit le droit des contrats. Bien. Vous passez donc, et je complète en disant que le Code civil dispose que le contrat est la loi des parties. Bien, une fois qu'on a fait ce préalable, vous et moi, M. Autou, nous signons un contrat de bail qui dit que chaque terme, je dois vous verser X somme à titre de loyer. Quand le terme arrive et que vous venez demander le loyer, je vous dis, mais non, je suis souverain, je suis libre. Je vous paye si je veux. Parce que là, dans le cas d'espèce, je ne veux pas vous payer. Est-ce que vous allez croiser les bras simplement parce que j'ai évoqué ma liberté, ce qu'on pourrait assimiler à la souveraineté? Vous allez faire usage des moyens de contrainte dont vous disposez pour justement me forcer à m'exécuter, pour obtenir de moi ce qu'on appelle une exécution forcée. Le problème, lorsqu'on se déporte sur la scène internationale, c'est que, contrairement au droit interne, où, quand il y a une exécution d'une obligation de droit interne, vous pouvez faire recours à la force de l'État, la force publique comme on l'appelle. Sur la scène internationale, il n'y a pas de super-État. Il n'y a pas de gendarmerie mondiale
pour contraindre ce qu'on appelle à ce niveau-là les sujets de droit international à s'exécuter. Je vais prendre un exemple que beaucoup de gens comprendront plus facilement. Monsieur le docteur Ndam tout à l'heure a dit que... Ah, monsieur Ndam, je pensais que vous l'étiez. Il a dit tout à l'heure que le groupe de travail des Nations Unies, quand il regarde la hiérarchie organisationnelle des Nations Unies, c'est quelque chose qui n'est pas très très important. Bon, je lui laisse sa critériologie de classification, mais je prends un organe qu'il a lui-même cité, qui pourrait être considéré comme important à ses yeux, la Cour internationale de justice. J'aimerais savoir si les décisions, les arrêts de la Cour internationale de justice sont revêtus de ce qu'on appelle en droit interne la formule exécutoire. J'aimerais savoir si lorsque le Cameroun a eu gain de cause face au Nigeria, on lui a donné la grosse d'une décision issue de la Cour internationale de justice lui permettant d'aller exécuter sa décision. Si cela existe, j'aurais appris quelque chose de plus. C'est pour dire que faire des décisions du groupe de travail une singularité pour en diluer la pertinence et la valeur juridique, je trouve que c'est un peu malhonnête parce que on aurait pu dire la même chose si on suit leur logique, aussi bien de du fameux arrêt de la Cour internationale de justice qui nous a profité en tant qu'État cette fois-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que les Nations Unies c'est un machin, alors que c'est ce machin qui, à travers l'un de ses organes, nous a attribué ou nous a reconnu notre souveraineté. Parce qu'on parle beaucoup de souveraineté. Mais le groupe de travail n'est pas un organe des Nations Unies. Nous a reconnu notre souveraineté sur une partie de notre territoire qui était contestée, qui était querellée. Ça, c'est d'une part. D'autre part, j'entends bien la distinction qui est faite quant à la source obligatoire en contexte camerounais, qui souhaite créer une dichotomie entre les règles internes, les règles dites internes et celles dites internationales, pour prétendre que les règles issues du droit international n'ont pas droit de citer au Cameroun au-delà de la Constitution. Je voudrais rappeler à cela que, premièrement, on peut regarder la chose de deux points de vue. Je choisis ce soir de regarder la chose de leur point de vue. Je dirais du point de vue des internistes. Du point de vue des internistes, et je convoque aussi Hans Kelsen, du point de vue des internistes, la norme fondamentale chez nous, c'est bel et bien la Constitution, on est tous d'accord. Sauf que, ce qu'ils oublient de dire aux téléspectateurs, c'est que cette Constitution, premièrement, reprend en lettres claires, c'est-à-dire sans ambiguïté, l'ensemble des textes dits internationaux et reprend ces textes-là dans son préambule et fait du préambule partie intégrante de la Constitution. C'est-à-dire que quand vous êtes en présence d'un instrument juridique international, entre guillemets, visé par le préambule de la Constitution, vous pouvez choisir de considérer que vous êtes en train de manipuler une règle de droit international, mais vous pouvez également choisir de considérer que vous manipulez là une règle de droit interne, une règle agrafée au bloc de constitutionnalité. Et là encore, je parle sous le contrôle du constitutionnaliste qui est à côté de moi. Donc, invoquer les avis du groupe de travail, c'est en réalité, parce que les avis du groupe de travail se fondent sur un instrument juridique, lui, contraignant. Le pacte international sur les droits civiques et politiques. On a ratifié en 1940. Si on me dit que le pacte international sur les droits civiques et politiques n'est pas contraignant, je dis, ok, vous avez raison. Je dis, d'accord, vous avez raison. Est-ce qu'il tire son caractère contraignant du droit international ou du droit interne? Dans les deux cas de figure, ça se tient. Parce que du point de vue du droit interne,
il tire son caractère contraignant du fait qu'il est intégré au bloc de constitutionnalité. Du point de vue du droit international, il tire son caractère contraignant du fait qu'en tant qu'instrument juridique issu du droit international, en vertu de l'article 45, la Constitution lui donne une place dans la hiérarchie des normes juridiques. Donc, quand vous l'invoquez en tant que règle ou norme du droit international, elle vient se glisser en dessous de la Constitution, mais prime sur les lois nationales. Quand vous l'invoquez en tant que règle agrafée au bloc de constitutionnalité, elle fait bloc justement avec la Constitution, et donc a une règle supérieure aux traités et accords internationaux. Donc, on ne peut pas simplifier ce débat à ce niveau-là pour embrouiller les gens. Et je voudrais faire une précision. La question que vous avez posée me semble la plus honnête possible. Ces avis comptent-ils au Cameroun? Parce que cette question est différente de la question de savoir si les avis du groupe de travail sont contraignants. Beaucoup comprennent le mot contraignant précisément comme on le comprendrait dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu n'exécutes pas ta part d'obligation dans une convention, est-ce que l'autre partie peut invoquer l'exception d'inexécution et te forcer à le faire? C'est clair que lorsqu'on est dans le droit international, il n'y a pas un mécanisme comme celui-là. Mais est-ce à dire donc que les instruments internationaux ne sont pas des instruments à valeur juridique? Et là, je convoque le positivisme juridique. Est-ce que lorsqu'une loi est votée, il y a la formule exécutoire dessus? Le président de la République, quand il a promulgué, c'est pour qu'elle soit en vigueur. Il n'y a pas une autre formule pour que cette loi-là soit en vigueur. Pourquoi voulez-vous qu'un traité international ratifié, promulgué, ait besoin d'une formalité particulière pour justement reprendre toute la force juridique qui lui convient? Je termine donc, parce que je vois qu'il va y avoir le journal d'un moment à l'autre. Je termine sur ce point. J'espère pouvoir prendre la parole par la suite pour développer aussi longuement que les uns et les autres. C'est pour dire que maintenant, on convoque à tort et à travers ce fameux principe de la souveraineté pour justifier son statut d'État voyou, en oubliant qu'à côté, il y a aussi le principe de l'état de droit. C'est-à-dire que l'État du Cameroun se comporte comme si tous les instruments juridiques auxquels il est parti, dans lesquels il est lié, ne sont rien. Mais il faut savoir que le message qui est traduit derrière celui-là, c'est que si on peut se permettre de ne pas respecter la parole donnée, qui est un principe du droit international, on peut aussi se permettre de ne pas respecter sa propre loi. Et dans le cas d'espèce, un autre argument surabondant, parce qu'il y a une disposition du code pénal lui-même qui pose la primauté des règles issues du droit international à ses règles propres. Et je termine en corrigeant une petite information qui a peut-être circulé sans recevoir mon assentiment, parce que je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là. Il y a une jurisprudence de principe au Cameroun qui règle la question de la place, ou alors qui règle la question de la contrariété d'une norme issue du droit international lorsque celle-ci entre en conflit avec une norme législative ou infralégislative. C'est la fameuse jurisprudence Omaïs Kassim qui dispose très clairement que lorsqu'une convention internationale dûment ratifiée par le Cameroun ou un traité est contraire, ou bien lorsqu'une loi nationale est contraire à une convention ou un traité dûment ratifié par le Cameroun, c'est la loi nationale qui est mise de côté et c'est la convention qui est appliquée. C'est une jurisprudence intégrée dans notre ordonnancement juridique qui règle une question qui était longtemps restée en débat. De sorte qu'aujourd'hui, on pouvait dire que la constitutionnalité des avis, on pouvait se poser la question de savoir de quel organe ressortit désormais la constitutionnalité des 10 avis. J'aurais compris que ce débat puisse se faire. Mais à partir du moment où on est tous d'accord que c'est intégré au préambule de la Constitution et que l'article 45 en rajoute une couche, je trouve que ce débat est malhonnête. Voilà, merci. Vous avez vu une seule prise de parole. On va voir comment on va continuer.